Nous sommes le 26 mars 2020, difficile de composer un sommaire, on espère juste vous apporter quelques minutes de récréation avec notre revue de presse technologique composée, pour l'essentiel, vous vous en doutez, d'informations liées à la pandémie, au confinement et aux technophiles qui redoublent d'ingéniosité pour aider leurs prochains autant que possible. N'hésitez pas à commenter et à partager ce hors-série dans vos réseaux. Merci pour les pouces à l'avance sur YouTube. Merci de vous abonner également si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. On retrouve deux chroniqueurs, comme à chaque fois, vous le savez, chez les technos, une paire de chroniqueurs qui partagent avec nous leur veille technologique. Alors évidemment, forcément, vous le savez, pour l'instant, au niveau de l'actualité technologique, tout va un petit peu dans le même sens, si vous voyez ce que je veux dire. Avec nous, cette semaine, nous avons Xavier qui rechausse ses lunettes. C'est parti dans un coin, voilà. Et puis de l'autre côté, Thierry Hébert, notre ami suisse, salut tout le monde. près de Lausanne, à 1 heure de Lausanne, dans ces montagnes, voilà, en confinement lui aussi, tout le monde est en confinement, tout comme vous, courage, tenez bon, et restez chez vous. C'est comme ça que vous pouvez aider le mieux votre prochain aussi, c'est de ne pas vous mélanger la population, donc voilà, on va pas vous faire la leçon ici, je pense que tout le monde la reçoit bien un peu partout. Ce qu'on va faire avec ces deux chroniqueurs, c'est passer en revue quelques news qu'ils ont épinglées durant cette courte semaine. J'ai envie de dire courte semaine parce qu'on a tous été très très occupés à faire plein de choses. On vous a proposé, on vous a sorti un hors-série avec les deux Sébastien en début de semaine, un hors-série qui a été assez bien reçu, mais si vous ne l'avez pas encore regardé, n'hésitez pas à aller jeter un œil ou à l'écouter concernant le télétravail et quelques outils et astuces que nous proposent donc ces deux Sébastien. C'est dans nos hors-séries évidemment et voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Comment ça va bien malgré tout, Thierry Weber? Comment ça va? Comment ça se passe? Ça va très très bien pour ce numéro 251, parce qu'effectivement, il a été dit dans le chapeau que c'était un hors-série, mais vous l'aurez compris, c'est un numéro à nouveau normal. Voilà, ça c'était pour dire que j'avais même écouté attentivement l'introduction. Je vais très très bien, et comme tu le dis, je pense que c'est le cas de tous les trois. On est quand même passablement occupé parce qu'il y a du taf. On a beau être à la maison, on a beau être en confinement, il y a du boulot, voilà. Mais ça va très bien. Côté santé, nickel. Tant mieux, et pourvu que ça dure. Xavier, comment ça se passe, ce confinement, avec deux enfants à la maison qui doivent être bien agités? Alors, on les occupe tant bien que peu. Je les initie un maximum à l'informatique, quelque chose que j'avais retardé un maximum. Je les avais déjà un petit peu mis dessus, mais on continue et c'est la bonne occasion, je pense. Ils prennent des cours ils ont 10 ans et 8 ans. Ah ouais. Donc voilà, on les occupe comme on peut. Ils aiment bien lire, donc ça j'ai de la chance aussi. Mais bon, c'est vrai que par moment ils sont comme des lions en cage. Sinon, pour le côté business, pour le moment on est bien occupé. Il y a des choses à faire, mais j'ai peur que ça commence petit à petit à diminuer si ça se prolonge. Et du coup, le soir ou quand j'ai un moment, j'en profite pour aider mes proches parce que j'ai une assez grande famille. Qui ont besoin d'aide en informatique ou autre. J'essaye d'aider aussi les professeurs, les instituteurs de mes enfants comme je peux pour l'informatique. Et puis je viens de me décider d'acheter une imprimante 3D. Ça fera l'objet sans doute d'un petit hors-série bientôt. Et j'essayerai comme on en parlait un peu plus tard, de collaborer et aider un petit peu les services de santé qui en ont besoin. J'en parlais, comme tu disais, Thierry, dans le chapeau, où c'est vrai que là, je me suis laissé prendre par un copier-coller idiot en parlant de hors-série. C'est bien l'épisode 251 que vous écoutez, effectivement. Oui, d'imprimante 3D, on verra ça dans cet épisode, évidemment, parce qu'on en parle beaucoup. Et coup de chapeau, de manière globale, on leur dédie quelque part cet épisode également à tous ces ingénieurs, que ce soit vraiment des diplômés ou des passionnés d'ingénierie qui se lancent un petit peu dans la bagarre eux aussi en proposant des solutions techniques. Bravo, c'est de ça dont on a envie de parler aussi chez les technos. On commence tout de suite notre abécédaire.
Les Français disent Anvers, mais on dit Anvers en fait, la ville d'Anvers. Quand Google et Anvers s'associent pour numériser des livres, c'est vrai que comme tu le disais Xavier, on a le temps pour lire des livres pour l'instant, et ce sera peut-être pas ces livres-là, mais en tout cas c'est l'occasion aussi de découvrir des choses nouvelles, de s'instruire, c'est une bonne idée. Effectivement. Et ici, c'est un sujet qui va parler de Google, qui va s'associer à la ville d'Anvers. En fait, à partir de 2021, la ville d'Anvers va, avec l'aide de Google, numériser 100 000 livres du musée Plantin-Moretus, qui est considéré comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, ce sont des ouvrages qui sont internationaux, qui ont été publiés entre le XVIe et le XIXe siècle. Ils vont passer sous scanner ainsi tout le contenu une bonne partie du contenu de la bibliothèque, pas tout le contenu, pardon. Et au final, les fichiers seront stockés dans une base de données de Google, Google Books, et seront donc ainsi rendus disponibles au public. Donc ça va faciliter évidemment la consultation de ces ouvrages qui sont assez magnifiques dans plein de domaines différents. Et la difficulté principale qu'ils rencontrent, ça réside dans la fragilité des documents, puisque ce sont des documents très anciens. Donc ils vont les transporter par l'eau. En principe, les 5000 premiers ouvrages vont être déplacés d'ici septembre, s'il n'y a pas des circonstances encore qui durent plus longtemps et qui empêcheraient ça. Mais donc voilà, d'ici l'année prochaine, on aura 100 000 livres plus ou moins qui seront disponibles pour la consultation au format numérique. Monsieur Christophe Plantin était français, je le tiens à préciser à nos éditeurs français. Il était de la région de Tours, si je ne dis pas de bêtises, au XVIe siècle, et il est parti s'installer à Anvers pour échapper à la censure en France, parce que c'était le début du protestantisme, et c'était l'occasion, depuis Anvers, qui n'était pas en Belgique à l'époque, mais aux Pays-Bas, de diffuser des textes protestants à grande échelle. Voilà, c'est pas petit bout d'histoire qu'on a l'occasion comme ça de le signaler. Je ne sais pas si Thierry avait un avis sur cette question, sur la numérisation du patrimoine de manière générale, peut-être. Je trouve ça toujours très très bien. C'est juste un peu frustrant dans l'exemple ici de devoir attendre pour accéder à ça, mais je crois qu'il y a pas mal de gens qui actuellement partagent toutes sortes de liens très très précieux pour des livres audio, pour des ouvrages, pour des podcasts. C'est dingue comme la culture, comme on est en soif de culture, ça fait plaisir que tout d'un coup, tout le monde met la main à la pâte pour essayer de partager un maximum de ressources. J'ai vu passer une news où là, il y avait des dizaines et des dizaines de livres audio, c'était très intéressant. Et puis j'ai juste une petite anecdote pour finir le sujet. Je me suis retrouvé à lire un livre en papier, donc je sais que mes amis, si vous me regardez, si vous m'entendez dire ça, ça va vous faire rire parce que c'est exceptionnel. Et que fut pas ma surprise de constater qu'en éteignant la lumière, je ne pouvais pas continuer à le lire. Voilà, bon, je l'ai fait. C'est véridique. Ouais. Ceci étant dit, vu la pénurie de papier toilette, il vaut peut-être mieux avoir des livres en papier à la maison plutôt que des tablettes. On sait jamais. On sait jamais, ça peut toujours servir, effectivement. La lettre C, C comme CP. Pourquoi j'ai réduit à CP ? Parce que c'est conférence de presse ou communiqué de presse, on dit également, mais c'était trop long pour l'affichage. Donc Thierry, tu vas nous parler des États qui utilisent de plus en plus YouTube maintenant pour communiquer. Également. Voilà, alors je vais vous parler de l'exemple de mes concitoyens, je vais vous parler de la Suisse. Je pense qu'on est à minimum 2 conférences de presse, si ce n'est pas 3 par semaine, qui sont comme ça partagées et très suivies sur les réseaux par rapport à ce que dit le Conseil fédéral. Donc notre assemblée de 7 conseillers fédéraux qui tiennent comme ça des conférences de presse dans lesquelles on aborde pas mal de choses et surtout ces temps-ci, pas mal d'argent. Mais c'était assez intéressant de voir qu'ils ont décidé d'aller sur YouTube pour ça. C'est un fait notable pour nous. On n'en est pas au début de l'usage de YouTube pour la communication de la Confédération, mais là, c'est franchement avoué le canal par excellence, même si les télévisions reçoivent le même flux et l'agrément, par exemple, de traduction simultanée et puis de
qu'on appelle ça le langage des mains, le langage des signes. Voilà, je cherchais mes mots pour ainsi permettre à un plus large public de comprendre ce qui est dit. Moi, ce qui m'a amené à parler de ça, c'est qu'en fait, on est sur des audiences de malades. On est en train de réaliser qu'il y a beaucoup de gens qui sont en demande de cette information et donc qui se connectent sur YouTube. J'ai vu des pointes à plus de 100 000 personnes, 130 000 personnes qui suivaient, en tout cas les premières conférences de presse, qui suivaient tout ça sur YouTube. J'ai tenté de trouver la même chose chez vous en Belgique ou en France. J'ai pas trouvé si facilement le même exemple. La France est très friande des chaînes de télé et puis du service public. Et nous, notre service public utilise le même flux pour le balancer à la fois en télévision. On a 2 chaînes de programmes. Je crois qu'en Belgique, c'est un peu la même chose. Il y a la première et puis... il y en a plus. Oui, dans les chaînes publiques, nous, on a RTS 1 et RTS 2. RTS 2 est un petit peu dédié à ce genre de choses, au sport en règle générale, par exemple, en temps normal. Et en parallèle de ça, le service public balance ça sur son Facebook, sur son YouTube également. Donc on a le choix des armes. Et j'ai été impressionné, en tout cas pour les premières conférences, de voir autant de gens suivre ces conférences. Donc il y a un vrai intérêt pour la population que d'être au courant. Après, ça amène un autre débat. C'est faut-il tout dire? Faut-il être transparent? Moi, je vous pose la question parce que je ne sais pas ce qui est dit et pas dit, par exemple, en Belgique. Ça serait intéressant de comparer. Ce serait assez difficile pour moi d'en parler parce que très honnêtement, moi je suis ça avec une certaine distance. On en parlait justement avec Xavier juste avant ton arrivée, Thierry. On essaye, enfin en tout cas en ce qui me concerne, je ne me désinforme pas, je reste au courant de ce qui se passe, mais je ne me surinforme pas non plus. Donc je garde une certaine distance et j'essaye de panacher les sources pour avoir des points de vue différents. C'est ce que je conseille toujours à tout le monde aussi par ailleurs. C'est d'essayer de panacher au maximum les sources, radio, TV, web. Pour essayer de se faire une opinion aussi. Mais ici, on cherche plus du factuel que de l'opinion, quelque part. Hein. On cherche des chiffres, on cherche des choses comme ça, et des directives, des conseils et des directives également en fonction du confinement, de la manière dont ça se passe, ce qu'on peut encore faire, ce qu'on ne peut plus faire. Voilà, ça, c'est les choses, je pense que tout le monde est un petit peu en quête de ça. Je sais par ailleurs que les journaux d'information télévisés en Belgique et en France sont pris d'assaut et font des audiences comme rarement ils en ont fait, ce qui est assez logique parce que chacun cherche effectivement à s'informer et la télévision reste encore le média de référence pour beaucoup de gens. Hein. Il faut puis les gens sont à domicile. Hein, et elles sont à domicile, tout à fait, tu as raison de le préciser Xavier. C'est clair que quand on travaille un peu tard le soir, etc., on regarde forcément moins la télévision, que là, ici, tout le monde est devant, peut-être pas toute la journée, mais ont accès en tout cas aux médias de cette manière-là, et donc tout ça est assez logique. Être sur un canal comme YouTube ou autre, hein, c'est aussi être peut-être plus proche des gens et à moindre coût. Sauf parce que c'est là où je voulais terminer la description de ce thème, c'est que YouTube, vous le savez, hein, et on le voit, je suis toujours épaté, merci la communauté des technos, parce que je vois beaucoup de gens prendre le temps de mettre des commentaires, poser des questions, interagir. Et c'est là où le bas blesse avec l'exemple que je cite ce soir, c'est que effectivement le Conseil fédéral a décidé d'utiliser YouTube. Je trouve la démarche tout à fait louable, voire même un petit peu branchouille. Mais bien évidemment, comme on pouvait s'en douter, et là c'est vraiment dommage, il y a zéro interaction possible. Alors probablement qu'on va nous dire, oui c'est déjà pas mal, on partage avec vous toutes ces conférences de presse qui sont de plus en plus nombreuses. On a déjà dans la salle de la conférence de presse à Berne, au Parlement, des journalistes qui sont physiquement présents, qui vont d'ailleurs eux aussi interagir, poser des questions. Mais par contre, quand on prend ce même flux et puis qu'on le regarde du côté de la RTS, il faut savoir que la RTS, le service public, la chaîne de télévision du service public, la RTS2, elle l'ouvre, elle laisse les commentaires. C'est plus la communauté qui s'approprie l'échange, le dialogue, les commentaires. Alors après, ça part dans tous les sens, mais au moins il est possible après
Oui, c'est un peu naïf de ma part de penser que je pourrais interpeller un conseiller fédéral parce que je suis en train de regarder sa conf sur YouTube. C'est beaucoup demandé. Mais ça me dérange un petit peu parce qu'on est dans une demi-mesure où là, clairement, en fait, il y a rien qui est prêt. Mais en même temps, bon, l'excuse que je peux leur donner, quand on a plus de 130 000 viewers en même temps qui regardent une conf de presse, j'ai pas de peine à imaginer que c'est juste impossible de gérer les commentaires s'ils étaient ouverts. Voilà. Oui, et par ailleurs, les commentaires, même en dessous de la vidéo en replay, ne sont pas ouverts. Donc, je pense qu'ils ne sont pas non plus nécessairement armés pour pouvoir répondre et modérer ces différents commentaires. Ça peut s'expliquer aussi, vu effectivement le nombre de personnes qui suivent ces vidéos. Bon, voilà, c'est en même temps... C'est des sujets... compliqué. Ce sont des sujets d'actualité aussi, donc faut avoir un community manager qui maîtrise le sujet pour pouvoir répondre à des infos qui sont toutes fraîches, c'est pas évident non plus. Il faudrait une armée de gens pour y répondre et de modérateurs, et ça, pour l'instant, on a peut-être plus besoin de gens dans d'autres domaines que dans celui-là, quoique l'information, ça reste quand même quelque chose de très important aussi pour le moral des gens, simplement, de manière globale. Voilà, bon, en même temps, on est dans une situation rarissime. On n'a jamais été dans une situation comme celle-là. Critiquer entre guillemets les actions des uns et des autres, c'est un petit peu refaire un petit peu l'histoire. Je me méfie beaucoup de ça. C'est clair qu'il y a plein de choses à apprendre de la situation, et je pense que tout le monde apprend aujourd'hui de cette situation, avec ses défauts, ses qualités. Voilà, il faut que les choses se passent à un moment donné. On en est à la lettre C, toujours encore à la lettre C, avec C comme citoyen, Xavier, une communauté solidaire contre le Covid-19. Ça, on n'en doutait pas, mais il y a des exemples concrets. Voilà, mais ici c'est en Belgique que ça se passe. Il y a la communauté Bitech, ce qui est un groupe Facebook qui est animé par des entrepreneurs ou des passionnés de technologie. Qui s'est allié à des étudiants ou des citoyens en vue d'élaborer un site qui s'appelle covid-solidarity.org. On mettra le lien évidemment dans la vidéo. L'idée de cette initiative citoyenne, c'est de collaborer et de s'entraider pour limiter fortement la propagation du virus. Alors on a vu pas mal de personnes qui localement se proposaient, par exemple, pour aller aider le voisinage. Hein. On en avait parlé dans un des derniers numéros d'ailleurs. La plateforme met donc en relation des personnes qui souhaitent aider de manière totalement bénévole d'autres personnes qui en ont besoin d'aide. Alors ça se présente sous la forme d'un site évidemment qui va proposer une liste de courses qui est imprimable. Donc les personnes vont pouvoir se signaler comme étant disponibles pour aider leurs voisins. À l'inverse, il y a les personnes qui sont dans le besoin vont pouvoir donc imprimer cette liste. Ils vont la poster à leur fenêtre ou à leur porte, toujours dans le but de limiter fortement les échanges et donc la propagation du virus. Le bénévole va venir récupérer la liste de courses, il va faire les courses et puis il va déposer ça devant la porte de la personne. Alors la plateforme prône aussi le fait de passer évidemment sur du paiement sans contact, mais il donne aussi des consignes, par exemple dans la limitation des montants, puisque la personne qui est bénévole va ici dans le principe avancer le montant des courses, et donc le but c'est de limiter ça aussi bien en termes de poids pour que les personnes puissent faire des courses éventuellement à pied, hein, si c'est des jeunes par exemple, et uniquement pour les biens de première nécessité. Donc c'est juste un exemple parmi d'autres de la collaboration et de ce que les gens peuvent faire et créer pour se rendre utile dans le cadre du confinement actuel, quoi. Et si je puis me permettre, également un exemple de ce que les outils numériques peuvent permettre de faire. On en avait parlé il n'y a pas longtemps avec Thierry, justement, d'un outil numérique qui avait été proposé pour s'auto-diagnostiquer en première intention pour savoir si on était à risque ou pas. On avait parlé de ça la semaine dernière. C'est des outils relativement simples à mettre en place, même s'il faut avoir l'idée de le faire, hein, entendons-nous bien. Ici, parfait exemple également d'agilité entre guillemets sur l'idée, mettre en place quelque chose de finalement très simple, très basique. L'important ici au niveau numérique, c'est de mettre les gens en contact, quoi. C'est le fil qui va permettre aux gens de se contacter. Ce qui est un petit peu dommage,
parce que c'est en Belgique que ça se passe, pour le coup, que j'étais même pas au courant personnellement de cette plateforme. Là, on parlait des médias qui font de l'information et qui diffusent l'information. Ce serait peut-être bien aussi qu'ils aient des fenêtres pour diffuser ce genre d'initiative plus largement, parce que c'est eux qui ont la possibilité de le faire. On voit que, par exemple, il y a des soutiens du privé, de plateformes privées, donc ce serait peut-être pas mal aussi que la télévision publique s'y mette, par exemple. Ce serait assez logique. En tout cas, bravo à ces bénévoles et à ces gens d'avoir ces idées-là et de les déployer et d'arriver à les déployer. Je suis sûr que ça rend service à plein de gens qui sont isolés, qui ne savent pas comment faire. Voilà, c'est une chouette opportunité. Ce qui est intéressant aussi, c'est la réactivité dans laquelle ça s'est fait. Hein. C'est des choses qui se mettent en place. Il y a quelqu'un qui propose sur Facebook son aide, d'autres qui disent mais c'est une super idée. Et puis si on faisait un site pour regrouper tout ça, voilà, c'est des choses ça réagit très vite et c'est ça qui est lié à voir. Petite précision, chez nous, en Belgique, on est au jour 9 du confinement, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que c'est très rapide. Les choses se mettent en place très rapidement. Est-ce qu'on c'est en place depuis quelques jours déjà. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a des choses un peu équivalentes ou allant dans ce sens-là en Suisse, Thierry ? Eh bien, je suis très content de répondre à cette question parce que non seulement je vais continuer à parler de la Belgique parce que on a dans nos contacts un Belge qu'on aime bien et qui adore une application qui est vraiment fantastique et simple d'usage, c'est Glide App, que vous connaissez probablement, cette fameuse application. En fait, en gros, pour faire très simple, vous faites une app à partir d'un Google Sheet en quelques clics sans développer quoi que ce soit. Et il y a une agence dans la Riviera vaudoise qui a décidé de mettre... on va appeler ça en open source, une sorte de structure qu'elle a déjà préparée. Je suis pas peu fier de m'être attribué effectivement ce bout de code et j'ai ouvert lesun.glideapp.io. C'est simplement pour vous parler d'un exemple similaire parce qu'en fait, ils sont nombreux, les gens qui se sont appropriés ça pour le faire à l'échelle de chaque ville ou village. Et le truc assez drôle dans l'exemple que je cite ici, c'est que sans trop y croire, je me suis dit, allez, il n'y en a pas pour le petit village de 4000 habitants dans lequel j'habite. Eh bien, depuis que j'ai ouvert ça, alors, j'ai aucun mérite, hein, j'ai pas développé ça, je l'ai simplement enrichi, je l'ai simplement mis en route. Donc, il y a une app, une web app pour le petit village dans lequel j'habite. Eh bien, si je compte combien de personnes se sont inscrites de leur propre chef et comme ça, spontanément, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes qui proposent leur aide pour aller faire des courses, pour sortir le chien, pour aider son prochain. Et je trouve ça fabuleux parce que c'est parti d'une idée simple, un peu à l'image du site internet que Xavier cite ce soir. Oui. Et la petite astuce qu'il y a là derrière, c'est qu'on prend, on duplique et on le crée pour des régions, pour des villages. Et ça marche, c'est complètement fou. Et c'est ça qui est... Enfin, c'est fou et en même temps, c'est rassurant, quelque part, de se dire que des solutions simples comme ça peuvent fonctionner. Parce que quand bien même il n'y aurait eu qu'une seule réponse, Thierry, ce serait déjà gagné, tu vois. Vu le temps que ça prend, franchement, c'est forcément tout bénéfice à ce niveau-là. Mais tu as entièrement raison sur la visibilité qu'on pourrait donner à l'image de cette initiative belge ou ici vaudoise. C'est vrai que ça ferait plaisir qu'il y ait un petit peu de visibilité, un peu de relais autour de ça pour dire regardez, on peut continuer à avoir en foi en l'humanité parce que a priori il y a des gens qui spontanément se proposent pour aider. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Si chez vous, qui nous écoutez, qui nous regardez, vous avez ce genre d'initiative, n'hésitez pas à les partager en commentaire. C'est là, c'est l'endroit, c'est une des possibilités. Le peu de personnes qui viennent voir ces vidéos, nous écouter, etc. Soyons clairs, même si ça vous rapporte qu'une aide, qu'un coup de main, ça donne déjà tout bénéfice. Et vous, ça vous coûte rien de mettre le lien en plus. Je les validerai, les liens, parce qu'en général, ils sont filtrés quand on met un lien
en commentaire sur YouTube, ça bloque, on les validera, vous inquiétez pas. Allez-y, n'hésitez pas un seul instant, c'est l'occasion de le faire savoir, et on jettera nous aussi un œil sur ces applications ou sur ces initiatives, et on s'en fera évidemment l'écho dans les prochains épisodes. Ça, on n'y manquera pas, évidemment, pour peu qu'elle soit liée à quelque chose de technologique, puisque ça reste notre ligne éditoriale, évidemment. Hein, si ligne éditoriale il y a. On peut passer à la suite. La lettre I, Thierry, comme impact, quand un virus a un impact sur l'économie du numérique, on en parle peu, ou on en parle en tout cas dans les milieux du numérique, dans le milieu des affaires également, hein, on en parle de plus en plus, des retombées, enfin le problème économique que ça va engendrer, de la crise économique qui pointe le bout de son nez et qui est déjà là, il faut le reconnaître. Alors il y a effectivement, bien évidemment, ce monde-là, le monde du numérique, le monde du en ligne, du connecté qui subit aussi de plein fouet cette crise. Et il y a du bon comme du mauvais, parce qu'il y a aussi du positif. Alors pour commencer dans le positif, on va parler de Netflix, qui a complètement dépassé ses prévisions en matière d'abonnement sur le marché US et sur le marché canadien. Donc là, on a explosé les compteurs avec effectivement le nombre de personnes qui, tout d'un coup, spontanément se dit « Ben voilà, je suis confiné, je vais rester chez moi et je vais donc consommer de la vidéo à la demande, du streaming ». Donc ça commence très bien pour Netflix, qui a donc déjà dépassé tout ça. On va voir s'il se passe la même chose avec Disney+, qui vient de lancer, en tout cas ici en Suisse, ça y est, il y a quelques jours que le service est disponible. On va voir ce qui se passe aussi du côté justement de Disney+, si eux aussi vont bénéficier de cette crise. Dieu sait que j'ai pas envie d'utiliser ce terme. On est aussi à constater que dans le e-commerce, beaucoup de choses se passent. J'ai entendu, alors là je peux pas le vérifier, je peux pas le confirmer, mais on est plus de 30-35% de hausse sur le marché du e-commerce ici en Suisse. C'est vraiment très très fort. Puis dans les chiffres que j'ai trouvés pour ce soir, pour aujourd'hui, 50% de Chinois et 31% d'Italiens avouent et confirment dépenser plus, ou aller en tout cas plus souvent sur le e-commerce, là où ils n'étaient pas forcément adeptes de cette façon de consommer. On le voit aussi dans d'autres pays, en Asie, en Russie, même si en Russie tout est sous contrôle. Hein. Poutine m'a encore appelé cet après-midi, il m'a dit non, il n'y a pas de coronavirus chez moi. Plus sérieusement, effectivement, c'est en train de changer les habitudes de consommation. Et puis dans les dernières news que j'avais trouvées dans cet article, une news assez intéressante qui nous vient de Apptopia, qui est un petit peu le média autour des applications mobiles, et qui nous dit, écoutez les gars, ça cartonne du côté de chez Walmart, de chez Instacart et Shipt. Tous trois proposent tout simplement une application mobile pour consommer, enfin, en tout cas pour acheter des biens de première nécessité, on parle de nourriture, via une app, et c'est l'explosion des téléchargements de ces fameuses applications. C'est assez bluffant. Donc voilà, comme quoi en un temps record, on peut arriver à faire changer les habitudes de consommation. C'est presque logique dans l'absolu, mais là où c'est étonnant, c'est comment dire, les proportions que ça prend. Et en matière de moins bonnes nouvelles, on a entendu parler de ce couac chez nos copains de Microsoft Azure. On a Facebook qui est un petit peu dans la peine. J'en fais les frais pour certains de mes clients. On n'a plus la même réactivité du côté de service client pour les gestions de campagnes de pub ou ce genre de choses. On sent que les effectifs sont réduits. Mais il y a aussi les puissances de calcul. On avait déjà parlé des problèmes de bande passante. On est tous connectés sur les mêmes tuyaux en même temps. Mais il y a aussi les puissances de calcul qui sont mises à mal, puisqu'effectivement... on peut utiliser du cloud computing pour, par exemple, envoyer de la newsletter. Et puis, quand on le fait tous en même temps, ça peut aussi faire tomber des services. Pour la petite histoire, je disais hors caméra, que je me retrouve à enseigner à distance. On a demandé à nos étudiants de ne pas enclencher leur webcam pour que y ait un flux plus ou moins fluide qui puisse tenir le temps de chaque cours. On en est là, voilà. On en est à être tous branchés sur les mêmes tuyaux au même moment, et c'est pas sans problème.
Alors, par rapport à cette histoire de bande passante et d'usage de la bande passante, il y a un article assez intéressant qui est paru récemment. Je suis en train de le rechercher parce que je l'ai partagé avec mes petits camarades il y a peu de temps et j'ai eu une réaction d'Anne et Sébastien qui m'a dit « Excellent article, Marc ». Je suis en train de remonter le fil de discussion, mais je ne suis pas sûr de le retrouver aussi facilement. En attendant, moi je peux réagir aussi. Vas-y, je t'en prie. Par rapport à Netflix notamment, cette augmentation de trafic a aussi causé une panne importante puisque depuis hier midi, donc le 25 mars, il y a énormément de taux de panne qui ont été détectés, enfin un taux très important de panne qui a été détecté en Europe, principalement du Nord et aux États-Unis. Le nombre de pannes a été multiplié par 40 pour Netflix. Donc il y a des gens qui ont souscrit au service mais qui peuvent malheureusement pas en profiter pleinement. Et alors pour réagir aussi à cette augmentation du streaming, donc Thierry invoquait l'augmentation de la bande passante. Il faut savoir que YouTube et Netflix notamment ont limité je ne sais pas si c'est au niveau mondial, mais en tout cas c'est le cas. On parle de l'Europe où on a descendu effectivement. Je pense que ça se fait au travers des CDN, mais ils ont effectivement fait ça pour l'Europe dans un premier temps. Ouais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont diminué la qualité de streaming. Oui. Donc, attention, la qualité par défaut, c'est-à-dire qu'il est toujours possible de retrouver de la HD. Chez Netflix, je sais pas, mais en tout cas sur YouTube, ils ont diminué la qualité par défaut, et donc il est toujours possible de retrouver une qualité optimum si on le désire. Et comme je le disais, il n'y a pas tellement longtemps, sur l'épisode précédent ou le hors-série, je ne sais plus, si vous nous regardez en qualité moyenne ou voire même médiocre, très honnêtement, pour écouter les technos, vous n'avez pas besoin de la HD. C'est un confort, la HD. Aujourd'hui, on peut s'en passer éventuellement, c'est pas... Voilà. Ce qu'il faut préciser quand même, et j'ai retrouvé l'article en question, c'est qu'il n'y a pas réellement de problème de volumétrie, de bande passante en tant que telle à l'heure actuelle. Il y a un problème de service. C'est-à-dire que énormément de gens se connectent à ces services en même temps, et ce sont les serveurs qui ont du mal à délivrer l'information. Mais Stéphane Bortmeyer de Framablog, de Framasoft, a publié un article assez complet que je vous conseille d'aller lire, où il explique que au niveau des accords de bande passante, etc., ça va, l'Internet se porte bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là, il n'y a pas péril en la demeure. Par contre, c'est la manière dont les serveurs se comportent, les réseaux plus locaux, on va dire, se comportent, que là, il peut y avoir des engorgements, et qu'il ne faut pas tout confondre non plus, parce que cette histoire de bande passante et d'arguments bande passante, c'est du pain béni pour ceux qui prônent par exemple le fait que la neutralité du web, de pouvoir donner quelques petits coups de canif à la neutralité du web, c'est du pain béni pour ces groupes de lobby, hein, il faut bien le dire aujourd'hui, qui voudraient bien demain proposer un Internet à la carte en disant plus vous payez, plus vous avez accès à un Internet à 2 vitesses. Voilà, le mot est lâché. 3, 4, effectivement. Ouais, donc méfiance par rapport à ces arguments-là, il faut tout écouter, il faut tout regarder, c'est ce qu'on essaye de faire aussi ici avec les technos. Je vous renvoie vers le blog de Framasoft, et j'essaierai de ne pas oublier de mettre le lien dans l'article après cet enregistrement pour que vous puissiez aussi aller le chercher, mais à mon avis en tapant dans le moteur de recherche habituel, vous tapez l'Internet pendant le confinement, à mon avis vous tomberez sur cet excellent article très détaillé, très complet. On compte sur vous pour utiliser un moteur de recherche open source. Par exemple, oui. Oui, tiens, c'est une bonne idée aussi, en passant. J'ai foutu le bazar sur mon bureau, vous imaginez pas comment c'est le bazar sur mon bureau. Voilà, j'ai retrouvé ma page. Je pense qu'on a bien fait le tour de cette question-là. Je sais même plus où on était. Ah, on est sur la lettre I comme impact. Donc un impact positif, négatif, à voir. Chacun jugera. On en est à la lettre L comme livraison. Des services de livraison prônent le sans comptant. Il est pas content, oui, il est content. Ou le sans contact, ou le sans comptant aussi, parce qu'on paye plus comptant. C'est moi qui. Alors, c'est vrai, je me suis trompé dans le titre. J'ai mis sans comptant, mais c'est sans contact. Voilà. Et c'était même à l'origine, c'était même écrit content comme content joyeux, tu vois. Donc j'ai changé content pour content, voilà. Alors ça doit être mon correcteur orthographique qui a dû faire des. Voilà. Donc, mais sans content ou sans contact, ça marche aussi. L'idée, c'est ça, hein, c'est éviter les contacts, justement.
Effectivement. Donc en fait, on sait que l'industrie de l'horeca, donc la restauration, va être fortement impactée par le confinement, la crise, etc. Alors il y a des mesures qui sont prises dans plein de secteurs. Ici, c'est le réseau Delivery Hero qui représente, en fait, on connaît moins ce réseau par chez nous, mais il représente plusieurs marques de livraison de repas à travers 44 pays dans le monde. Donc c'est quand même un gros réseau qui a décidé de passer au paiement sans contact pour toutes les livraisons dans les zones qu'il juge à haut risque par rapport au coronavirus, justement dans le but d'en limiter la propagation. Donc ils veulent ainsi protéger les restaurateurs, les livreurs, évidemment aussi les clients finaux et le personnel qui travaille dans ces différents restaurants. Alors, ils ont demandé, la mesure ne s'arrête pas là, puisqu'ils demandent évidemment, bon, c'est un peu logique, mais aux restaurateurs de désinfecter aussi les colis autant que possible. Alors, on sait qu'au niveau alimentaire, la propagation n'est pas encore vraiment prouvée, si je ne me trompe pas. On sait que sur les surfaces, etc., le virus se comporte bien, mais au niveau de la transmission par nourriture, c'est moins connu en tout cas. C'est pas promis, ouais. C'est pas c'est moins avéré. Voilà. Et donc, ils fournissent aussi des masques, des lotions désinfectantes pour leurs livreurs et d'autres équipements sanitaires. Donc, on voit que un petit peu tous les secteurs commencent à prendre des mesures qui limitent tout ce genre de choses, quoi. On le voit aussi avec les services de livraison habituels, parce qu'on parlait des services de livraison que les gens achetaient plus en ligne, etc. J'ai entendu dire aussi que certains évitaient de commander des choses pas utiles ou pas indispensables. D'ailleurs, je pense que Amazon a freiné sur les articles non indispensables, sauf ceux qui sont délivrés par des partenaires. Mais en tout cas, Amazon se focalise sur les trucs comme l'alimentaire et des choses comme ça. Là, c'est juste parce qu'ils sont assaillis de commandes. Oui, c'est ça. C'est juste parce que leur capacité de livraison on est d'accord. C'est de nouveau, il ne faut pas se tromper, c'est pas le problème de la livraison, c'est le problème du service qui va avec. Ça, mais l'idée aussi, dans l'esprit de certaines personnes, c'est justement d'éviter de mettre en danger inutilement peut-être des livreurs ou soi-même peut-être. Et également, on voit qu'il y a des précautions qui sont prises où on laisse le colis devant la porte, le facteur recule de 2 mètres, vous venez chercher le colis, voilà. Il n'y a plus de signature, on n'a plus besoin de prendre le bic ou la tablette du livreur. Chez nous, il demande juste les 3 derniers numéros de notre numéro de registre national, maintenant en guise de signature verbale quelque part. Donc voilà, ce sont des solutions comme ça qui sont mises en place effectivement pour éviter ces fameux contacts physiques et voilà. Ouais. Et là aussi, il y a deux réactions possibles. Il y a des gens qui disent non, mais il faut surtout pas commander parce que vous propagez le virus, etc. Oui. Et puis d'autres personnes qui disent mais il faut absolument soutenir ce secteur horeca qui va fortement souffrir de la crise. Et donc il y a des initiatives là aussi qui se sont faites pour notamment lister tous les restaurants qui continuent à livrer, par exemple, pour qu'on puisse les retrouver facilement par zone géographique, etc. Donc voilà, moi je porte pas de jugement là-dessus. Chacun fera un peu ce qu'il veut. Il y a toutes sortes de choses. C'est vrai qu'il faut en tout cas faire attention au niveau de la propagation et si on le fait avec des mesures très précises. Il y a toutes sortes de choses parce qu'il y a également tout ce qui est dans la restauration, par exemple, des gens qui, pour essayer de s'en sortir, se lancent dans la livraison quelque part, font des plats préparés et autres. Et pour les aider, c'est peut-être le plus simple, c'est peut-être de commander directement chez eux plutôt que de passer par un service de livraison qui va prendre une commission, voilà. Mais après, c'est vrai, c'est compliqué pour tout le monde. C'est ça la difficulté de la chose, c'est que c'est compliqué pour tout le monde et qu'on voudrait léser personne. Nous, en tant que consommateurs, on a peu de leviers, on en a quelques-uns, mais on en a peu quand même. C'est un petit peu chacun doit juger en son âme et conscience, j'ai envie de dire. Dans ta petite ville, dans tes montagnes, dans mon petit village, il y a notre boulanger. J'ai la chance d'avoir 2 boulangeries, c'est le luxe. Mais dans celle que je préfère aller, notre boulanger a décidé de faire de la livraison à domicile. Donc on peut lui passer commande sur Facebook. Il a utilisé des moyens simples. On est de nouveau dans une petite bourgade. Le lendemain de la commande, il livre, il dépose ça derrière la porte et puis vous mettez l'argent dans une enveloppe. Alors je trouve le système de l'argent un peu touchy puisqu'il y a de plus en plus de commerces qui refusent le cash pour des raisons évidentes. Mais en même temps, j'ai entendu... Alors attention,
je fais un gros disclaimer, je ne suis pas virologue, je ne suis pas spécialiste de la santé, de la médecine, mais on dit qu'effectivement, sur les matières comme le métal, le bois, le papier, c'est s'il y a matière à faire qu'il y ait une culture, donc un postillon, une goutte, quelque chose, tandis que si effectivement on a touché une matière, mais qui est inerte et sur laquelle il n'y a pas de liquide, il n'y a pas de bouillon de culture, on peut imaginer que là, par contre, le virus se fixera moins. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de commerces qui disent on arrête le cash parce que c'est quand même un peu touchy, c'est un peu dangereux. Mais c'est sympa de voir qu'à l'échelle de mon petit village, ben voilà, il y a des solutions qui se mettent en place, un peu à l'image du site internet que citait Xavier ou l'application qu'on a ici. Ben voilà, il y a des gens qui se proposent. Et puis le mauvais côté des choses, c'est qu'on a un canton, le Valais, où on a eu des cas de gens qui se proposaient spontanément, et ça c'est vraiment triste, hein, on voit la nature humaine, qui se proposaient spontanément d'aider des personnes en difficulté, des personnes âgées pour aller faire les courses, qui prenaient l'argent et qui ne revenaient pas. C'est triste, hein. La police ça, c'est a dû le Valais. sévir. Voilà. On va se sur des amis. Voilà. Mais je trouve un peu dommage, hein, regrettable de voir que c'est déjà des gens qui ont une mobilité réduite, qui ont peut-être des moyens pas si évidents, et qui en plus se font piquer leur blé. Voilà, c'est aussi le revers de la médaille de ce en étant d'initiative. beaucoup plus technique ou technologique, rappelons tout de même que effectivement c'est l'occasion pour un tas de gros cons, hein, il faut bien le dire, de Céligo, de également faire du hameçonnage, essayer de tirer de l'argent chez les gens. Enfin, je trouve ça vraiment malheureux. Voilà, soyez prudents quand même. Tout le monde n'est pas gentil dans ce monde, malheureusement. Voilà, je voyais Xavier qui levait très scolairement son doigt. Oui, au niveau des réactions comme ça qui me font hérisser les poils aussi, c'est des personnes qui profitent justement des circonstances actuelles qui ont réussi à trouver des stocks de gel hydroalcoolique ou de masques ou autres et qui lancent un business pour les vendre via les réseaux sociaux, etc. Je trouve ça vraiment... c'est lamentable. Enfin, vraiment, ça me... J'en perds les mots. Voilà. Non, c'est lamentable, c'est le mot le plus juste, je pense. On peut passer à la suite, si vous voulez bien. Et on va parler de masques. C'est un peu l'enjeu, hein, chez nous, en France, peut-être plus chez nous en Belgique et en Suisse, me semble-t-il, mais je peux me tromper. C'est cette pénurie de masques, de protection, hein, pour le corps médical, mais pour tout un chacun également, et pour les gens qui y travaillent, qui sont au contact de nombreuses personnes. C'est vraiment un vrai problème. Il y a des solutions, et il y a une communauté de développeurs, d'ingénieurs qui trouvent des solutions, Thierry. Oui, et puis pour pas déflorer le prochain sujet que Xavier a également trouvé, on pourrait parler de masques et de respirateurs. Moi, je vais parler d'un de ces aspects, sans peut-être dévoiler justement ce qu'on va découvrir après, c'est qu'il y a une grosse communauté qui se réveille, qui s'active pour essayer de trouver des alternatives. Alors, pour revenir sur la situation en Suisse, moi, j'ai pas les chiffres. D'une façon officielle, on nous dit pas de stress, tout va bien. Pour la petite histoire, on a, je crois qu'on en avait parlé, dans un de nos cantons, le canton des Grisons, probablement le leader fabricant des respirateurs, ces fameuses machines qui servent à insuffler de l'air à des personnes qui malheureusement se retrouvent à être intubées. Et puis, on nous dit aussi que pour les gants, pour le gel hydroalcoolique, et puis pour les masques de protection, hein, ces fameux masques qui vont empêcher de postillonner, par exemple, eh bien, tout est sous contrôle. Maintenant, il y a plusieurs sons de cloche, et j'entends par-ci, par-là, pas forcément les mêmes discours. Mais ce qui est intéressant dans les deux sujets, entre celui-ci et celui qui va suivre, c'est qu'il y a des communautés de gens qui innovent, qui imaginent. Et puis moi, l'exemple que j'avais, c'est ce fameux masque de plongée qui a été détourné de son usage premier, puisqu'effectivement, vous avez peut-être en tête ce fameux masque. Alors, je crois qu'il est de la marque Decathlon, mais je ne sais pas si c'est eux qui l'ont inventé. Oui, je pense, oui. Il me semble. Alors, moi, je suis un plongeur. Je ne plonge pas avec ce genre de matériel, mais si vous voulez, c'est pour remplacer le masque et tuba, qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde, puisque une fois que vous avez le masque
qui vient sur vos yeux, vous avez le nez qui est dans l'impossibilité de respirer. Donc, vous allez devoir respirer avec la bouche, avec le tuba que vous allez accroché à votre masque de plongée. Et Decathlon avait eu l'idée de faire un masque qui enveloppe tout le visage pour faire qu'en fait, à la fois avec la bouche et le nez, on puisse continuer à respirer. Pourquoi ? Parce qu'à l'arrière de la tête, au-dessus du crâne, eh bien, on a le fameux tuba qui va un petit peu dépasser de l'eau pour, pourquoi pas, admirer les poissons, le corail, quand vous êtes en vacances et pas confiné comme nous tous. Et là, ce qu'on a à l'image, eh bien, en fait, c'est quelqu'un qui s'est dit, mais attends, ce connecteur qui est prévu pour le tuba, est-ce qu'on ne pourrait pas le détourner ? Et avec une imprimante 3D, on voit eh bien des ingénieux inventeurs détourner l'usage de ce masque avec une entrée et une sortie d'air, puisqu'effectivement, ils ont imprimé la partie jaune qu'on voit à l'écran si vous avez l'image, pour pouvoir faire entrer et sortir l'oxygène. Et donc, en fait, on a, je crois, la marque Decathlon qui a très vite réagi pour mettre à disposition une craquée de ces, comme on dit ici par chez nous, une flopée de ces masques pour que, eh bien, ils puissent se servir en hôpital, en soins, puisque, voilà, c'est très facile d'application. Et puis, ce petit raccord permet d'être plus ou moins compatible avec toutes les installations des différents hôpitaux. C'est encore une fois un bel exemple qui me fait plaisir, qui me fait chaud au cœur en la foi, en la nature humaine, puisque là, je crois que c'est parti en open source. En tout cas, les plans sont disponibles et chacun peut y aller de son impression. Et là où c'est fort... C'est Charlotte, non L'adaptateur s'appelle Charlotte, non ? C'est pas ça ? Oui, alors, pas nommé Charlotte ou quelque chose. Ce qui est fort dans cet exemple, c'est que la marque qui est à l'origine de ce masque a aussi joué la carte de la transparence en donnant les données techniques pour qu'on puisse plus facilement adapter. Au lieu de faire du reverse engineering, je crois qu'ils sont partis dans l'idée de faire ça. Et quand ils ont contacté la marque, elle a été très, très open à l'idée de partager ces infos pour qu'on aille plus vite et qu'on adapte ça plus facilement sur ce masque. Très bel exemple. Ils ont réagi sur les réseaux sociaux pour annoncer effectivement qu'ils se tenaient à disposition de tout organisme qui a un projet sérieux avec le masque dans le but de lutter contre la pandémie. Alors moi je parlais de masque, évidemment je pensais au masque comme tu disais Thierry, ici on est vraiment sur le respirateur, donc la machinerie. Alors il y a respirateur et respirateur, il y a un respirateur c'est des fois juste une bonbonne que l'on presse très mécaniquement pour insuffler de l'air dans les poumons du patient, et puis des fois c'est plus complexe que ça. On a vu également des entreprises qui créent simplement, ça paraît bête comme ça paraît pas être une grosse innovation, mais des espèces de Y pour permettre de mettre un respirateur pour 2 patients, par exemple. Oui. C'est des choses qui se développent également. Moi, je trouve ça génial quand des sociétés qui n'ont strictement rien à voir avec du médical, pour le coup, c'est des gens qui sont dans l'aéronautique. Voilà. Ouais. J'ai appelé ça un masque parce que c'est le terme qu'on utilise en plongée. Désolé, je veux pas changer de travers les termes. Voilà. mais quand on voit toute cette somme de talents, il n'y a pas d'autre mot, qui se mettent à ce service-là, ça force le respect, c'est encourageant, quoi. C'est motivant, effectivement. Je ne sais pas si on avait un truc à rajouter sur ce sujet-là, mais je pense qu'il est déjà bien. Un autre exemple assez comique. Il y a des brasseries, par exemple, là où on ne les entend pas, qui se sont mis à produire du gel hydroalcoolique et des choses comme ça, plutôt que... Ça, tu parles de brasserie, tu nous as tous les deux, Thierry. Brasserie, je ne sais pas si tu as vu, mais tu as les oreilles qui se dressent. Brasserie. Oui, donc il y a des brasseries en Belgique. J'en connais une, d'ailleurs, la brasserie des légendes à Ellezel, qui a décidé de produire du gel hydroalcoolique plutôt que leur bière habituelle pour aider justement... On a, pas plus tard qu'aujourd'hui, appris qu'une distillerie d'alcool fort en Valais, voilà, vous voyez le bon côté des Valaisans, a décidé de faire un gel hydroalcoolique à base d'abricotine. Donc voilà, vous avez un gel pour vous désinfecter les mains, qui sent bon l'abricot. Et par ailleurs, il y a également l'industriel mondial LVMH qui a également mis ses usines à profit pour produire du produit
hydroalcoolique, enfin du gel ou du désinfectant en tout cas. Et cette bouteille-là, elle vaudra son pesant de cacahuètes quand tout ça sera terminé. Ça, je vous garantis que ça va marquer l'époque aussi. Malheureusement, quelque part, ça c'est toujours, il se passe toujours des choses comme ça, un petit peu en marge de grands événements. Là, voilà, maintenant, du coup, on parle de respirateur. Donc, forcément, après masque et respirateur, Xavier, respirateur conçu en 10 jours. Il y en a eu plusieurs en plus, hein, des respirateurs conçus en très peu de temps, on le disait à l'instant. Mais voilà, ici, donc, on a parlé de la pénurie qui touche les masques, le gel, les protections, les respirateurs. Et donc ici, ce sont des médecins, des ingénieurs, des politiques, des financiers belges qui se sont rassemblés au sein d'une task force pour développer un respirateur vraiment dans l'urgence. Alors ce respirateur, il est open source, il a été baptisé Breath for Life et il n'est pas destiné à être commercialisé sur le long terme, mais il a vraiment été conçu pour répondre à l'urgence. Donc c'est un masque qui a... Pour répondre à l'urgence, ils ont voulu éviter tous les enjeux financiers, ils ont voulu accélérer le processus de décision, de validation, mais aussi de la production. Alors la différence principale entre ce masque et un masque qui est un respirateur, qui est plutôt utilisé dans le commerce, mais il y a beaucoup moins de réglages spécifiques, donc on va pas pouvoir régler ça pour les différentes pathologies. Ici, il a été conçu et optimisé vraiment pour les patients atteint d'une pneumonie qui est liée au Covid-19. Donc le projet a été lancé le 17 mars et ça a été lancé par des chercheurs de l'UC Louvain, donc une université en Belgique, et des médecins pour faire un respirateur tout à fait open source. Donc les plans seront publiés, etc. Les premières livraisons auront lieu dans moins d'une semaine, donc ça a été vraiment très rapide et ils vont produire quelques centaines de respirateurs en 1 ou 2 semaines. Alors ici, la technologie utilisée n'a pas été celle de l'impression 3D parce qu'en fait, ils ont voulu pouvoir produire en grande quantité très rapidement et la lenteur de l'impression des imprimantes 3D n'aurait pas permis de faire des respirateurs. Dans le cas de masques qui sont adaptés, comme on a vu, ce sont des petites pièces, donc on peut en faire plus rapidement, mais ici, c'est vraiment l'ensemble du respirateur qui a été développé et donc on n'a pas pu utiliser ce procédé-là. C'est de la découpe laser ici, j'imagine, hein, sur des matériaux. C'est un ensemble de technologies. Hein. Ouais, ils ont fait un respirateur complet. Donc, et l'idée, effectivement, si vous lisez l'article, vous le constaterez, c'est pas de traiter le patient du début à la fin, c'est les premières heures qui sont cruciales avant de pouvoir libérer un respirateur plus médical entre guillemets, plus costaud, plus tout ce qu'il faut. Ici, ça permet quand même dans les 48 à 72 heures de traitement de déjà pouvoir traiter un patient en priorité. Donc voilà, tout ça, c'est des initiatives qu'il faut saluer. Hein. On vous met le lien, évidemment, vers l'article, c'est dans lalibre.be, voilà, un journal belge qui fait du podcast aussi, donc vous pourrez écouter l'article si vous avez plus envie d'écouter que de lire. On vous met le lien également en commentaire, enfin en description de ce podcast ou de cette vidéo. Voilà. Un truc à rajouter là-dessus ? Non ? Oui ? Non ? Je pense qu'on a déjà bravo la Belgique. Bravo la Belgique, bravo la France, ou bravo la Suisse, bravo tous ceux qui... Il y a des initiatives partout. Oui, je pense aussi, parce que ici, on se focalise sur celles que nous on voit. De nouveau, je le répète, c'est une revue de presse qu'on vous propose, et forcément, on est plus en prise avec notre presse locale qu'avec la presse internationale, mais si on creuse un petit peu, je voyais passer des articles du MIT, par exemple, ils sont sur le pont aussi, ils développent des trucs, tout le monde met la main à la pâte, et il y a certainement beaucoup de choses à en dire. Heureusement, on sera encore là la semaine prochaine, la semaine d'après, pour en parler, sans doute. Oui. Est-ce comme saturation, on était déjà un petit peu avec Xavier juste avant d'enregistrer à saturation par rapport à l'actualité, il faut bien le reconnaître aussi, on essaye de se changer les idées, même si bon voilà, ça, ici les technos vous le savez c'est un petit peu notre récré, mais on est obligé d'en parler parce que c'est dans l'actualité hein, et c'est comme ça, mais en même temps c'est rassurant, on est sur une tendance positive, j'ai envie de dire, il y a des choses qui se font au niveau technologique et ça c'est bien. Saturation
Thierry, les services en ligne sont sur les genoux. On en parlait déjà là tantôt. C'était un petit peu déjà défloré. Et puis, on va faire très court parce qu'en fait, je voulais vous parler à nouveau de Microsoft Azure. Et puis, pour pas continuer à leur jeter la pierre, en fait, ça amène un débat derrière. On l'a un petit peu initié tout à l'heure, ce fameux Internet à 2 vitesses, puisqu'en fait, Microsoft l'a affirmé. On va mettre en place des capacités de calcul de préférence à ceux qui en ont besoin. Entendez par là ceux et celles qui utilisent les services d'Amazon, de Microsoft dans le monde du médical, des infrastructures médicales, des hôpitaux, l'infrastructure technologique et informatique de ceux-ci vont passer en priorité sur le trafic, sur le reste du trafic qui utilise également ces technologies. Alors, sans passer toute la journée, la soirée sur ce thème, ça amène quand même cette grosse réflexion, à mon avis, qui va malheureusement faire son bout de chemin, cette fameuse neutralité du net qui va être un petit peu, mise à rude épreuve. Est-ce qu'on va vers ça ? Je ne suis pas devin. À l'exemple de tout ce qu'on vous a cité, j'aime bien l'exemple de Xavier qui nous parle du paiement sans contact. Est-ce que plus tard, le public américain va plus facilement utiliser le paiement sans contact pour ses achats ? Il n'y a pas encore très longtemps, pour reprendre cet exemple, on utilisait des cartes de crédit à bande magnétique, là où il y a des puces pour pouvoir le faire. Et nous, en Europe, on a une espèce de train d'avance avec le sans contact. Est-ce qu'on va voir, par exemple, dans le cloud computing, dans le service en ligne, des utilisations, des habitudes d'utilisation qui vont changer? Est-ce que les éditeurs comme Amazon, comme Microsoft, comme tous ceux en place, et pourquoi pas Google, vont instaurer ce web à 2 vitesses? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais je m'inquiète. Je trouve que ça part d'une bonne idée quand Microsoft nous dit on fait gaffe pour privilégier tel trafic versus les autres. C'est pour revenir sur l'exemple de Netflix et puis d'autres opérateurs, c'est un petit peu aussi ce qu'on nous a vendu. Effectivement, on fait le mix avec la bande passante, mais c'est aussi les puissances de calcul derrière. Et puis, en gros, on vous dit oui, mais c'est parce que on va privilégier des usages professionnels versus du divertissement, parce que, par exemple, un YouTube, un Netflix doit travailler avec un CDN, Content Delivery Network. C'est un opérateur qui va être entre l'émetteur et le récepteur pour faire que, par exemple, quand on va uploader cette vidéo tout à l'heure ou demain matin, quand Marc va mettre cette vidéo à disposition sur YouTube, eh bien, elle n'est pas à un seul endroit physique dans le monde, elle est un peu partout, puisqu'effectivement, grâce au CDN, le gars qui a décidé de suivre les technos en Inde, par exemple, il ne va pas faire le trafic physique Inde-Belgique pour lire cette vidéo. Non. Il y aura probablement une copie, un duplicata de cette vidéo. C'est totalement transparent pour l'utilisateur. Mais grâce au CDN, on va lui offrir une meilleure expérience de bande passante, de fluidité du signal, etc. C'est un petit peu ce qui se passe aussi avec le cloud computing, sauf que là, il y a des enjeux financiers encore plus importants. Et moi, j'amène juste la petite réflexion. Gardons ça en tête parce qu'à mon avis, ça laisse présager quelque chose de pas très très bon pour la neutralité du net, mais peut-être que je me fais de la bile pour rien, je sais pas. Tu me donnes l'occasion de saluer Abou. Voilà. Je lui dis qu'il y a un matin qui nous fasse coucou dans les commentaires. On a du public là-bas, d'accord. Okay. Je disais ça comme ça par hasard. Alors merci. Très honnêtement, moi je dis Abou par hasard aussi parce que je sais pas comment il s'appelle. Donc, mais je me dis que j'ai peut-être un petit pourcentage de chance pour que ce soit effectivement son prénom. Avec les millions d'Indiens, il y en a bien un qui doit nous écouter quelque part. Oui, c'est ça. Il s'appelle Robert en fait. Peut-être, oui. Je ne veux pas stigmatiser les gens qui se prénommeraient Abou ou Maurice ou Marcel. Oui, voilà. C'est pas une époque pour se fâcher avec les gens, de toute façon. Il faut éviter d'une manière globale. On voit qu'on arrive à la fin. Je sais pas si on arrive à la fin, mais on avance en tout cas. C'est très clair. Ok, bon, on va pas en remettre une clouche sur cette histoire de saturation. Je pense qu'il y aura de matière certainement à reparler de cela plus tard, quand les choses se seront un petit peu tassées, sans doute.
parle de Uber, Xavier, également dans cet épisode. Uber qui publie Piranha. De quoi s'agit-il ? Voilà. Alors, ça n'a rien à voir avec le coronavirus, pour une fois. Donc ici, c'est Uber qui publie régulièrement des outils IT pour aider ses développeurs. Et ils ont publié dernièrement un outil open source sur GitHub, qui est cette plateforme où on peut stocker du code et le mettre à disposition ou pas d'autres personnes. Ils ont appelé ça Piranha, comme tu l'as dit, pour supprimer le code inutilisé et dépassé dans les applications. Alors le principe, c'est que on va utiliser des indicateurs de fonctionnalité qu'ils appellent chez eux des features flags pour personnaliser l'exécution des apps mobiles et donc proposer des fonctionnalités diverses en fonction des groupes d'utilisateurs, des fonctionnalités qu'ils ont besoin. Donc, comme on utilise ces différentes features, l'outil va scanner ensuite les différentes features flags et va dresser une liste de ceux qu'il détecte comme n'étant plus utilisés ou d'après lui obsolets dans le code. Alors une notification va être envoyée à l'auteur du code pour qu'il puisse vérifier si le code est bien dépassé, et si c'est le cas, Piranha va les supprimer tout seul. Donc c'est un outil qui est assez intelligent, qui va analyser ce code. Pour le moment, ça fonctionne principalement ou uniquement avec le code écrit en Objective-C, en Swift ou en Java, mais vu le passage en open source, on peut s'imaginer que la communauté va l'adapter assez rapidement à d'autres langages de programmation, et donc c'est pas mal pour les développeurs qui utilisent du code dans des très grosses applications ou qui sont plus longtemps dans le temps, quoi. Et qui vont pouvoir alléger leur application, donc temps de chargement plus court, donc moins d'énergie dépensée, on ose imaginer, peut-être aussi moins de ressources utilisées inutilement au sein de l'application. On a déjà évoqué cette idée de coder un peu plus vert, ça va dans ce sens-là aussi, j'imagine. Tout à fait. Oui, on sait clairement que si on diminue le code, on diminue le temps de téléchargement, et tout ça réduit l'empreinte carbone aussi, évidemment. Ouais. Je pense, j'ai un truc qui me vient en tête maintenant, c'est la fin de l'épisode, donc forcément je pars en vrille. Mais je pense à la série Silicon Valley et cette grande discussion qu'ont tous les développeurs entre eux, espace ou tab. Donc les développeurs comprendront, et ceux qui ont touché un petit peu au code aussi, mais il y a deux écoles, quoi. Voilà. Je sais pas si Thierry voulait rajouter un truc là-dessus. Moi, je trouve la démarche très très louable, très intéressante, sachant que en fait, je pense qu'avant on développait des programmes et du code green, en tout cas écologique, puisqu'on était limité par rapport à la taille des nombres d'octets, nombre de commandes, de process. J'utilise probablement pas les bons termes, je suis pas développeur. Et avec l'avènement de l'informatique plus puissante, la bande passante et tout ça, on commence à avoir des programmes développés avec les pieds qui consomment beaucoup d'énergie pour rien. Donc je trouve que c'est une belle nouvelle, et ça redore le blason de nos copains de chez Uber. Reste à savoir comment ça s'applique. Alors là, moi, je suis encore une fois totalement novice en la matière, mais je trouve la démarche pas mal, parce que je pense à tous celles et ceux qui sont fait les dents sur du langage machine ou des trucs comme ça. Voilà, on était à l'octet près parce qu'il n'y avait pas la place dans les processeurs pour faire plus. Et sur une disquette d'un méga 4, il fallait si on voulait ou pas... même encore plus petit avant celle-ci. Voilà, exactement. En gros, veille à ceux qui ont un problème de taille, quoi. Oui, c'est ça. Si tu veux, oui, c'est un peu ça l'idée, effectivement. Allez, on passe à la dernière lettre de notre abécédaire de ce jour. La lettre V, parce que Thierry est là, évidemment, V comme van, je vais te le faire, Thierry, l'instant van. Voilà. Il faut que je l'enregistre, celle-ci. Je veux cette voix. Il fait son jingle, l'instant van. Si vous avez l'habitude d'écouter Thierry Weber dans son En direct de Suisse, son EDS sur Periscope, c'est le lundi soir à 20h30. Vous savez qu'il termine son podcast en direct sur l'instant van. C'est une petite passion qu'on s'est transmise l'un à l'autre, je pense, ou en tout cas en même temps on est parti là-dessus, sur suivre ces gens qui ont choisi
choisi de vivre en van, de se déplacer en van et de voilà, c'est pas des gens qui ont des problèmes d'argent ou quoi que ce soit, c'est juste des gens qui ont décidé de vivre autrement. Et donc on s'intéresse un petit peu de près à la façon dont ils vivent, ce qu'ils font, d'autant plus que beaucoup d'entre eux maintenant sont sur les réseaux sociaux, sont sur YouTube, sont sur Instagram, etc. Donc on a la possibilité, ils partagent ça avec nous, donc on a la possibilité de suivre ça d'un petit peu plus près. Et c'est vrai que la période fait qu'on se retrouve avec des situations un petit peu particulières, un petit peu inattendues également, Thierry. Oui, tout à fait. La crise qu'on est en train de vivre, alors c'est une news où il n'y a pas de technologie, hein, c'est juste une petite réflexion. La crise qu'on vit actuellement, quand on en sortira, nous fera encore plus envie de vivre la van life. Je suis persuadé que là, ça va créer des vocations. Mais en attendant, effectivement, elle est un petit peu tristounette, cette news, puisque avec Marc, on est à suivre plusieurs van-lifers. Il y a des Belges, il y a des Français, il y a toutes sortes de nationalités qui parcourent le monde à bord d'un véhicule aménagé. Et force est de constater que la plupart d'entre eux, je vous ai sorti l'exemple d'un couple que moi j'aime bien parce qu'ils font de la van life depuis 3 ou 4 ans. C'est nos amis de Mountains et Coconuts, qui sont résolus à rentrer, eux qui vivent depuis 3 ou 4 ans à bord ils ont eu plusieurs fourgons, et là, je crois aux dernières nouvelles, ils ont dû poser leur fourgon à Las Vegas et rentrer en France, puisqu'effectivement, plusieurs pays, je crois que la Belgique a un petit peu dicté la même chose, chez nous en Suisse, c'est un petit peu pareil, tout en vous disant, vous débrouillez pour rentrer, mais si vous voulez qu'on assure vos fesses, vous rentrez au pays et puis vous vous confinez à quelque part, vous arrêtez vos conneries avec vos fourgons aménagés, vous allez dans l'appart ou la maison de vos amis, vos parents, en tout cas dans des pièces séparées, en tout cas dans un premier temps, et puis vous arrêtez vos bêtises sur les routes. Et c'est triste parce que le constat, il est à faire chez pas mal de van-lifers, ça casse dans l'élan tous ces rêves de liberté. Je pense à Philippe Doutou de Voyage, qui commence toujours ses vidéos avec toi, l'internaute qui aime les voyages et la liberté. C'est pas tout à fait la bonne tagline, mais vous allez tout de suite la reconnaître quand vous regarderez ses vidéos. Et là, il est sur un ton genre, il est aussi confiné dans son véhicule, il est parqué chez des amis, il bouge plus. Ça, c'est pour les moins pires des situations. On a un Belge aussi qui va peut-être devoir rentrer, hein. On pense à Greg's Way pour Henri Zebus. Il est en Basse-Californie actuellement. Est-ce qu'il va rentrer? Est-ce qu'il va rester dans un coin? La question reste ouverte, mais voilà. On ne peut pas faire autrement que d'entendre les informations. Et puis, je pense qu'il y a aussi la famille derrière qui doit de temps en temps un petit peu vous stresser. Et j'ai trouvé un exemple, malheureusement, je n'ai pas le lien sous les yeux, d'un Français qui, lui, bourlingue avec son épouse. Et lui, il est en confinement, mais toujours dans son fourgon. Et il reste au Portugal, dans un camping, à l'écart de tout le monde, avec de l'électricité, avec de la nourriture qu'on lui amène de temps en temps. Mais c'est vrai que ça met du plomb dans l'aile, dans le rêve de la liberté, dans l'évocation de la liberté, de tailler la route. Et puis, c'est un peu, l'âme en peine que je partage tout ça avec vous, parce qu'on parlait avant hors caméra mais est-ce que Thierry, toi, tu es un van-lifer? Alors moi, je suis un apprenti van-lifer. Et alors, je vous parle, Yoko, ça me fait triste, mais elle est parquée. Et puis, tous les projets qui étaient en train de s'initier sont méchamment mis en pause. Et ça m'énerve, ça me travaille. Parce qu'effectivement, ça me coupe dans mon élan. Parce que il commence à faire beau, les jours ensoleillés arrivent. Et ça fait encore plus mal. Mais voilà, il y a la santé qui prime avant tout ça. Voilà, c'est un petit partage sur tout ça. Il faut pas trop, voilà, c'est un mauvais moment à passer, comme on dit dans ces cas-là, hein, ça reviendra à coup sûr. Moi, c'est quand même un truc qui me tripote dans cette histoire, c'est que finalement, notre société, telle qu'on la connaît, est vraiment faite pour des gens qui ont des briques autour d'eux et des tuiles au-dessus de la tête. C'est-à-dire que dès le moment où tu choisis de vivre un petit peu différemment, t'es beaucoup moins encadré, il y a beaucoup moins de solutions. Tu prenais l'exemple de Voyage de Philippe, qui avait choisi un chouette endroit pour se poser, où il embête personne, il est confiné, il a fait ce choix-là de dire, voilà, je reste loin de la société pour justement ne pas transmettre ou ne pas transporter le virus.
et malgré tout, il se fait déloger Oui. parce que voilà, c'est pas quelque chose de concevable aujourd'hui de vivre dans son véhicule et que, comme on a dit, rentrez chez vous, ben on lui dit de rentrer chez lui, mais son chez lui, il a 4 roues. Et il n'y a rien de prévu pour ces cas-là. Or, c'est pas un cas isolé. Il y a plein de gens qui ont décidé de vivre comme ça en France et partout ailleurs en Europe et aux États-Unis également, et qu'on ferait bien peut-être aussi d'en tenir un petit peu compte dans les choix que l'on fait, ou alors trouver des systèmes d'encadrement, de pouvoir se stationner chez des privés, éventuellement, ne serait-ce que pour avoir le nécessaire, l'électricité, l'eau, voilà, c'est tout ce qu'ils demandent. Hein. Ils ne demandent pas la charité, ils n'ont pas besoin de la demander, ils ne sont pas pauvres. Ils ont juste choisi, je le répète, un autre mode de vie. Voilà. Et ils sont un petit peu laissés pour compte pour le coup. Donc voilà. C'est la réflexion que moi je voulais transmettre. On est loin du domaine technologique et quand on parle de van en général ici, on essaye de donner un petit angle technologique. Ici, c'est pas le cas, malheureusement, mais il fallait quand même qu'on le stipule, puisque tu étais là à faveur de ta visite une fois de plus, Thierry. Faut-il le préciser. On a un truc qui se prépare. Alors je le dis maintenant, je le signale comme ça en passant à ceux qui sont encore là à nous écouter en podcast ou en vidéo. On a un projet d'apéro en direct dans les jours qui viennent. Je ne sais pas encore quand exactement. On va essayer de goupiller ça avec quelques chroniqueurs, quelques soifards. On va s'entraîner avant de prendre l'apéro. Hein. Voilà, oui, c'est il ça. faut de l'exercice. Ouais. Il faut prendre ça au sérieux. Parce qu'à force de se moucher dans le coude, on ne sait plus le lever à un moment donné. Hein, c'est le problème. Donc, on est en train de préparer un truc avec vous, évidemment. On aura besoin de vous pour avoir cette interactivité, pouvoir discuter avec vous, pour nous poser les questions que vous voulez, partager vos expériences également si vous le désirez. On vous tiendra évidemment au courant. Donc, si je le dis là, c'est pour que vous vous abonniez évidemment à nos réseaux sociaux, sur Facebook, même si on n'est pas souvent, on communique par là aussi, Facebook, YouTube, forcément, Twitter, Instagram, on essaiera de communiquer par ces voies-là également pour vous indiquer quand est-ce que ça se passera. Ce sera probablement au courant de la semaine qui s'annonce, puisqu'on est quand même coincé chez nous pendant un petit bout de temps, hein. Donc voilà, autant en profiter pour faire des trucs sympas avec nos auditeurs. Merci Xavier, merci Thierry, merci à vous d'avoir suivi ce 251e épisode. Je vous rappelle de vous abonner, de mettre des pouces si vous nous suivez sur YouTube, des étoiles sur les plateformes de podcast habituelles, hein. C'est toujours utile pour titiller les algorithmes comme on dit, et pour se faire connaître, et plus on est connu, plus on a d'amis, plus on est heureux, et plus on partage des choses avec du monde, et ça c'est vraiment bien. Merci à tous, à très bientôt, salut. À bientôt.